Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Jack Shonkoff de l'Université d'Harvard le confirme. Advances in neuroscience, molecular biology, and genomics have a very simple message. That message is that early experience literally is built into our bodies, for better or for worse. Surveillons donc nos habitudes, car elles structurent directement le cerveau de l'enfant. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde, alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur. Apprendre à s'habiller, découvrir les continents, lire des mots. Voilà la méthode utilisée dans cette école maternelle pendant 3 ans, où les enfants n'avaient même plus peur des opérations compliquées. 98 divisé par 3 égale 3299 et presque 1. Ces élèves n'étaient pas des surdoués, mais ils ont bénéficié d'outils pédagogiques différents, sélectionnés par Céline Alvarez, une enseignante révoltée par l'échec scolaire, qui cherchait à stimuler le potentiel des enfants. Si on ne fait que soutenir leurs élans et leur motivation intérieure, ils vont beaucoup plus loin que ce que nous aurions osé leur demander.
C'est qu'il y a des enfants qui se sont mis à lire à 3 ans, à 4 ans, à faire des additions, des divisions, des multiplications à 4 chiffres par passion. Et moi, je me suis retrouvée à leur courir derrière pour essayer de leur apporter ce qui leur manquait. Dans son livre « Les lois naturelles de l'enfant », Céline Alvarez détaille l'expérience, tout comme les nombreuses études scientifiques sur lesquelles elle s'est appuyée pour réinventer l'école. Quand on regarde la synthèse de tout ce que nous disent les sciences du développement humain, eh bien, je veux dire, c'est extrêmement clair. Il n'y a aucun doute. L'être humain apprend en étant actif, motivé, aimé. Il n'apprend pas lorsqu'il est passif, lorsqu'il n'est pas motivé et lorsqu'il est stressé. Aujourd'hui, en CE2, Kenza a passé 2 ans dans cette maternelle si particulière. Et dès la grande section, c'était une grande lectrice. On apprenait à compter, on faisait l'équilibre, on coupait des pommes, des fruits. Pour sa mère Pascaline, cette expérience a transformé sa fille. Kenza, c'était du naturel, de prendre un livre, de lire. C'est une enfant qui a été épanouie de son année scolaire. Elle a été beaucoup plus douce, plus tendre, plus apaisée, alors que c'était une enfant très... voilà. Mais en 2014, le coup près tombe. Malgré de bons résultats, Céline Alvarez doit revenir dans le cadre ou quitter l'école. Elle démissionne. L'éducation nationale aurait-elle peur de changer de méthode ? National prévoit 3 séances annuelles dès l'école primaire, mais ces séances passent souvent à la trappe. Claire Benaïm a quand même trouvé une bonne élève. À Périgueux, l'école André Daven a créé des ateliers où les enfants apprennent plein de nouveaux mots très instructifs. Regardez. D'éducation à la sexualité dès l'école primaire. Il y a les spermatozoïdes, on va dire qu'ils mangent l'ovule pour atteindre à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'après le bébé va se développer. Un parti pris plutôt atypique. En France, en effet, peu d'académies osent s'attaquer à ce sujet difficile, malgré les directives de l'éducation nationale. Pour nous, dans les écoles, c'est important de commencer cette éducation-là. Et l'entrée privilégiée va plutôt être tout ce qui est éducation civique et sociale, par le respect de l'autre, la connaissance de l'altérité de l'autre, ne serait-ce que savoir qu'on est un petit garçon et pas une petite fille, par des choses très simples comme ça. Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par 2 membres du planning familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Au programme du jour, la puberté et en particulier celle des garçons. Quand monsieur et madame Hormone ont commencé à s'occuper de lui, il avait à peu près 8 ans. Petit à petit, il a grandi, il a forci et son pénis s'est développé. Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Alors si on regarde là, c'est dans quels endroits particuliers qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent? Au pénis. Alors c'est sur le pénis? Si on regarde un petit peu le dessin, est-ce que c'est ça qu'on voit? Non, autour un peu. Ah, autour. Alors comment ça s'appelle autour? Autour du pénis? Bah, ça s'appelle le pubis. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser. Et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Au programme du prochain atelier, comment on fait les bébés? I am a drag queen, and this is Drag Queen Story Hour. Give it up for yourself. Yeah, this is the land of all, and everyone fits in here. Do you see that? They're being nice to the bullies. What color is the frog? Green. The reactions from the kids are hysterical. Does anyone know what a drag queen is? No? Do you know what a drag queen is? But they warm up, they get to know who I am.
A drag queen is a character you create to express your feminine side or any other side of yourself that you'd like to explore. I would like to be a superhero. Yeah, you could be a drag queen superhero. Yeah. As soon as you start singing songs and having fun together is when they really let loose. You put your right hand in, you put your right hand out. Drag Queen Story Hour helps teach kids to accept themselves and let them know that it's okay to be themselves and to be who they are and to accept others. I like the book Neither because it's about being nice to other people. We do a lot of LGBTQ books, also about gender. This actually touches base and explains a drag queen from, like I said, a kid-friendly perspective. I do! Raise your hand if you like arts and crafts! I do! The reason why I do Drag Queen Story Hour is to have fun with the kids, get to know them, and also make an impact on them. Because I want them to go out there and embrace the world, and I want them to change it, because they are our next generation. And the itsy bitsy spider went up the spout again. Yay! Give it up for yourselves! We have great singers in here. Anyone can do what they want in life. It doesn't matter what anyone else thinks. If you want to be a drag queen and your parents don't let you, you need new parents. If you want to be a drag queen and your friends don't let you, you need new friends. I've been getting into drag since I was like 7. Okay. But literally I've been wearing like dresses and being into girl stuff since I was like 3. I went up on stage at the Work the World tour because I was dressed in drag and everyone thought that was super cute. What is your name? Latasha. Latasha? You're fucking adorable, Latasha! And is this your first time in drag? Not really.